messieurs, bienvenue à Dakar, l'aéroport international de Blaise-Diagne. Il est 20h25 en temps local. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion de vos appareils. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extraction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Merci d'avoir voyagé avec la France. Wahambane ya deske nyoko pare, wahambane ya deske nyoko pare, halene ya deske nyoko pare, wala nyungalen nyak chikale, danulen ber chikale, nyom tu kunyu fi de kunyu vale, danulen di not fune, nyom bo kunyu fi bo kunyu vale. Danulen di not fune mangleni jale Africa mangleni jale. Né au Sénégal, Mao Sidibé émigre en France à l'âge de 22 ans, après 3 tournées en Europe, en Chine et en Inde avec son groupe BBC. En France, Mao Sidibé a ainsi multiplié les rencontres et expériences artistiques. L'artiste monte son studio dès 2006 à Paris, puis un autre à Dakar où il vit depuis 2012. Il fait des enregistrements, des mix, de la direction artistique sous le nom de Mao Prod. Il a ainsi réalisé 8 albums entre Paris et Dakar. Mao a été élu par le public hip-hop meilleur compositeur du Sénégal en 2012. Tu dis que tu es politicien, que tu veux aider les citoyens. Pendant les élections, tu n'hésites pas à sortir les grands moyens. Disponible, gentil, accessible comme Gandhi. Tu es l'enfant du quartier, avec l'État sans pitié, sans quartier. Maintenant que tu es élu, tu ne viens plus, tu nous as oubliés. Tu n'es plus le bienvenu, tu nous as trahis. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que c'est pas beau. Lui a fait des gosses, 1, 2, 3 jusqu'à 4 gosses. Maintenant tu les bouges, elle t'en parle, on est plus bouche. Tu ne veux même plus qu'elle te touche. Elle la capelle. Tu sais que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Tu sais que... Qu'est-ce que tu fais toi? C'est quoi ça? C'est une danse ou quoi? Aïe. Allez Paco, beatbox. Beatbox. Comment ça beat? Commence. Allez, attends. Commence, vas-y. Alors, fais comme ça. Bonjour Mao. Bonjour Siamlo. Comment ça se passe la journée déjà? Bah très bien, très bien, très bien. Une journée comme une autre, on va dire. Voilà, tranquillement, quoi. Quelle expérience penses-tu avoir apporté à ton environnement musical aujourd'hui au Sénégal? Bah déjà, quand je suis rentré avec un... Je travaille avec un... justement, on travaille toujours ensemble, mais peut-être pas autant qu'avant, avec Nidoff. Et j'ai réalisé tout son premier album. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à m'intégrer dans le milieu artistique ici. En tout cas au niveau du hip-hop et tout ça, parce que je pense qu'on avait apporté une nouvelle couleur avec des sonorités de sons qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre ici. On l'entendait seulement chez les Américains. Et que les gens avaient toujours pensé que les Sénégalais ne pouvaient pas faire des sons comme ça. Alors c'était une façon aussi de montrer que nous, en tant que Sénégalais, on peut tout faire aussi. Il faut juste se donner à fond et puis il faut pas se limiter à quelque chose, quoi. Il faut viser plus loin. Et ça m'a aidé à m'intégrer dans le milieu ici. Et puis mon premier single aussi, qui a pas mal marché aussi, ça m'a aidé aussi à m'intégrer au Sénégal, en tout cas. Peut-on vivre de la musique au Sénégal? Ça dépend. Hein. Moi, j'arrive à vivre de la musique, pas en tant que chanteur seulement, parce qu'en tant que chanteur seulement, il n'y a pas de scène ici, il n'y a pas beaucoup de scènes.
Et donc c'est compliqué de trouver des scènes intéressantes et bien payées en fait. Mais quand je dis je vis de la musique, c'est parce que je fais de la musique de pub, donc qui reste encore de la musique. Donc je pense que pour vivre vraiment de la musique, il ne faut pas rester juste en tant que chanteur, il faut faire d'autres choses. Ou bien il faut faire du samba et mayab, comme on dit, comme les griots, de chanter des gens et qui donnent des sous. Ton retour ici, comment ça se passe? Moi, j'ai toujours cru que, en fait, que l'Afrique est en train de se développer et que moi, j'avais envie de faire partie des gens qui participent à ce développement, tu vois, que ça soit au niveau culturel ou ailleurs. Hein. Je pense que c'est le moment d'être en Afrique. Il y a plein de choses à faire, il y a de l'espace pour tout le monde, il y a encore plein de choses à créer en fait. Dakar est la capitale du Sénégal, pays situé dans l'ouest africain. Cette presqu'île, bordée par l'océan Atlantique, est un melting pot de cultures à cheval entre l'Europe et l'Afrique, du fait de sa position géographique privilégiée. Sous l'impulsion de ces flux migratoires, cette ville a vu sa démographie exploser, passant de 400 000 habitants en 1970 à près de 4 millions d'habitants en 2020. Cette augmentation de sa population a facilité un foisonnement artistique, dont le sanctuaire se situe à la Médina, son quartier mythique. Au départ, c'était pas un choix. C'était parce qu'un producteur avait décidé de nous amener là-bas pour qu'on découvre autre chose et puis qu'on enregistre aussi des trucs et qu'on fasse des scènes. Voilà, au départ, c'était juste un séjour de 1 ou 2 mois. Et au finish, on a fini par rester 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, on a commencé à nous habituer à la vie de là-bas, à se faire des amis et puis à faire des concerts. Et puis, on a commencé à prendre goût. Et puis, on a voulu rester pour tenter notre chance, en fait. Mais ce n'était pas un choix au départ. France était un pays qui était proche en termes de langue. Et puis, le système scolaire était à peu près proche du nôtre ici. Donc, ça a été une destination naturelle. Et puis, chez mes parents, il y a des gens qui avaient fait leurs études là-bas. J'avais de la famille. Donc, naturellement, on a voulu m'emmener dans un environnement dans lequel c'était safe, on va dire. Moi, mon idée de départ, je n'ai jamais pensé immigrer. C'était juste un processus, un parcours d'aller voir ce que je suis en train de faire ici. Quelle est la lecture ailleurs? Mais je suis allé à la France, mais je ne suis pas resté presque en France. J'ai fait 4 ans où est-ce que j'ai beaucoup navigué en Europe, je peux dire. Mais ma base, c'était en France, tu vois. Peut-être ce qui m'attirait sur la France, c'est peut-être la langue, tu vois, qui m'a beaucoup attiré. Après, voilà, il y a d'autres pays que j'ai plus kiffé que la France sur certaines choses. Je dirais que les deux cultures, on va dire la culture occidentale et la culture sénégalaise, sont pour moi prédominantes dans mon quotidien de manière égale. Hein, parce que j'ai été éduquée dans des valeurs et des principes africains, sénégalais, dans un environnement occidental. Donc, avant, quand j'étais en tout cas en France, ça posait pas spécialement de problème. Enfin, des fois, un petit peu, par rapport à certains codes et certaines valeurs dans lesquelles... des fois, je me reconnaissais, des fois, je ne me reconnaissais pas. Donc, c'est là que ça pose des problèmes. Mais aujourd'hui, non. Je pense que les deux cultures cohabitent très bien ensemble. Et je pense que je me définis plus comme étant citoyen global, voilà, citoyen genre, du monde, que proprement parler franco ou sénégalaise ou quelque chose comme ça. Donc, non. Donc, bien sûr, au départ, il y avait ma culture sénégalaise, en tout cas, qui était prédominante, parce qu'on était un groupe, et puis on vivait entre nous, entre Sénégalais et tout ça. Mais je pense qu'on avait soif aussi de rencontrer d'autres gens. Et je me rappelle, parce qu'on n'habitait pas loin de la Bastille, et du coup, tous les soirs, on partait justement se mettre à la place de la Bastille, parce que comme il y avait beaucoup de mouvements, on était là-bas en espérant rencontrer d'autres nationalités. Des filles, bien sûr. Donc voilà, on a rencontré, les premières personnes qu'on a rencontrées, c'était des Canadiennes d'ailleurs. Et puis voilà, ainsi de suite, on a rencontré plein d'autres gens. Et voilà, après, au fur des années, ça devient un mix en fait. On ne vit pas que le Sénégal, c'est-à-dire qu'on peut vivre le Sénégal chez nous. Et puis quand on sort, quand on est dehors, on s'adapte aussi, on s'intègre à la France, aux Français, tout ça, à la culture française, on va dire.
Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est les fois où je suis parti en Espagne ou en Italie. Et je voyais par exemple les Sénégalais qui étaient là-bas, ils vivaient plus entre eux que intégrés en fait. Ils ne s'intégraient pas, ils n'ont pas forcément des amis espagnols, italiens, et donc ils sont que entre Sénégalais, ils mangent sénégalais, ils vivent Sénégal tous les jours. Et moi je pense que c'est important que quand on part dans un pays, qu'on s'intègre, qu'on s'imprègne aussi de la culture de là où on vit, et c'est ça qui facilite aussi l'intégration, quoi. C'est comme les étrangers, les Français et tout ça, quand ils viennent ici, ça nous fait nous plaisir aussi qu'ils mangent comme nous, en tout cas qu'ils fassent des efforts en fait pour s'intégrer à notre pays aussi, quoi. Et moi j'adore quand je croise une Française ou un Italien, un Allemand, un Américain, quand je l'entends parler Wolof ou parler de choses en tout cas qui sont typiquement d'ici, ça me fait plaisir. Vis-à-vis des personnes qui sont en face, donc c'est-à-dire les Blancs, il n'y en a aucune, parce que je pense que dans leur tête, un noir est un noir. Mais nous, on voit quand même des différences dans la manière dont on a été éduqués, dans les valeurs qu'on prône peut-être. Moi personnellement, quand j'ai vu en tout cas des étudiants sénégalais qui arrivaient en France pour étudier et la manière dont moi j'agissais, je voyais qu'il y avait clairement des différences parce que nous on était dans une certaine mesure, je parle vraiment à titre individuel, beaucoup plus désinvoltes. Voilà, on est un petit peu dans la provoque, etc. Or que de ceux que j'ai rencontrés, ils faisaient beaucoup plus preuve de réserve parce que dans l'éducation, je dis pas que, attention, mes parents vont me regarder donc. Qu'on ne pense pas que nos parents ne nous ont pas éduqués dans des valeurs de respect, etc. Absolument pas. Je dis pas du tout ça. Je dis juste que dans notre existence et dans la manière dont on a eu à vivre certaines expériences, on a eu à faire beaucoup plus preuve de désinvolture que peut-être des personnes qui venaient tout juste d'arriver. Donc certains et le vécu aussi. Comment dire ? On ne vit pas la même expérience d'être noir de France que noir venant du Sénégal. Et pour ça, je pense qu'il y a des différences qui sont observées, quoi. Je pense qu'il y a une différence dans le sens où, par exemple, moi, quand j'étais là-bas, je me vois d'abord africain sénégalais et que eux qui sont nés là-bas, ils sont français d'abord avant d'être africains, en fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ceux qui sont là-bas, en tout cas les Français, les voient comme des Africains. Mais eux, je pense que c'est une double identité qui est très compliquée à gérer pour eux, parce qu'ils sont Français, mais ils ne se sentent pas assez Français. Et moi, je suis Sénégalais entièrement. Donc, comme traite d'Africain ou de Sénégalais, c'est ça que je suis en réalité. Mais eux, ils sont beaucoup plus perdus parce qu'ils sont ni l'un ni l'autre, en fait. Mais moi, je les vois plus comme des Français d'origine africaine. Je suis resté en Suisse pendant 4 mois en résidence. À un moment donné, j'avais tout pour travailler et tout. Tu sais, à un moment donné, j'avais la nostalgie du Tchouraï, du Khogne, de parler le Wolof, de tout ça. À un moment donné, je ne voyais même plus tout ce qu'on m'offrait. Tu vois, juste à cause de ce manque qui commence à prendre plus d'espace dans ma réflexion, dans mes articulations, dans mes gestes. Tu vois, là aussi, c'est des moments de souffrance aussi. Tu vois, qu'on ne te pose pas, mais c'est... Voilà. Déjà, d'être loin de sa famille, c'est dur. Ça, c'est la première chose. Deuxième difficulté, c'était le problème de papier, parce que puisqu'on avait décidé de rester, forcément, notre séjour était fini. Donc il fallait qu'on renouvelle nos papiers. Mais bon, Dieu merci, on a croisé des gens qui étaient très sympas et qui nous ont aidés à obtenir les papiers très rapidement. Donc troisième difficulté, c'était qu'on se faisait arrêter tout le temps. Donc un peu un délit de faciès, forcément, parce que dès qu'on voit un black, surtout dans certains quartiers, nous on habitait dans un quartier où on était pratiquement... pas beaucoup de blacks là-bas, et en plus on habitait dans une péniche, et les Noirs n'habitent jamais dans une péniche, en tout cas. Et du coup, j'étais confronté au fait qu'à chaque fois que je sortais de chez moi, et que les policiers passaient, ils me chopaient. Et pourquoi ils me chopaient? Parce qu'ils se disaient forcément j'étais venu voler là-bas, que j'habite pas là-bas, tu vois. Donc un jour, je suis sorti avec mon vélo, ils m'ont arrêté,
Ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais ici, pourquoi, où est-ce que j'ai pris le vélo. J'ai dit, mais c'est mon vélo. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu faisais dans la maison? J'ai dit, j'habite ici. Et ils sont quand même venus avec moi pour vérifier si c'est bien moi qui habitais là-bas. Parce que pour eux, c'est pas possible que moi j'habite dans ce quartier-là et dans cette péniche. Donc ça, c'était des difficultés. Mais je pense que c'est un peu lié à la jeunesse parce que j'étais beaucoup plus jeune. Et après, au fil des années, en fait, je ne me faisais plus arrêter du tout. Je pense que c'est l'âge qui fait ça. Quand on est un jeune black, on est forcément délinquant, tu vois. Et quand on est un black qui a plus de 30 ans, là, par contre, je pense que le regard change, en fait. Et la première chose, c'est de me rendre compte qu'en fait, j'étais dans un pays qui n'était pas le mien et de me rendre compte également que ma couleur de peau avait une signification qui n'était pas la mienne, quoi, parce que je ne connaissais pas ça. Que tout de suite, mon apparence était un discours, que ma façon d'occuper un espace pouvait être également un discours et que les personnes qui me voient projettent quelque chose sur moi avant même que j'ouvre la bouche. Donc ça, c'était une expérience qui était... Je ne la comprenais pas au début du tout, parce que je n'étais pas éduquée dans les questions raciales, je n'étais pas éduquée dans les questions de ségrégation, et je vivais dans un espace où la plupart des gens me ressemblaient, donc c'était une expérience qui était assez déroutante quand même, en 2004, de me rendre compte qu'en fait, ce que ça signifiait pour les autres, que d'être africaine, que voilà, d'être une jeune femme noire, que voilà... que certains avaient... Et c'est là que j'ai vu des premières attitudes où les gens sont à côté de toi, dès qu'ils te voient, ils prennent leur sac ou ils changent d'attitude. Quelque chose d'assez étrange pour moi. Non, je ne pense pas du tout que je suis déraciné. Je pense que je n'ai jamais été déraciné, même en vivant en France, en fait. Comme je disais, j'ai toujours eu un pied au Sénégal. Même si je ne vivais plus au Sénégal, en fait, j'étais très ancré de tout ce qui se passait au Sénégal, quoi. Donc, quand je suis rentré... forcément, comme j'ai dit, on réapprend à vivre au Sénégal, même en tant que Sénégalais, parce qu'il y a certaines habitudes qu'on a perdues, et puis il y a en tout cas certaines choses qu'on a triées dans les traditions ou dans la culture sénégalaise qu'on n'a plus envie de vivre comme ça. Donc on fait un certain tri et tout ça, mais je reste quand même très enraciné et je pense que j'ai changé. C'est pas que j'ai changé, mais j'ai mûri, on va dire, parce que j'ai appris d'autres choses. Donc j'ai juste intégré les autres choses que j'ai appris en moi. Et les autres n'ont pas changé. Ils ont mûri aussi. Pour moi, c'est des évolutions, c'est plus la maturité de comprendre, de voir aussi la société, comment c'est organisé. L'énergie. Je dirais l'énergie. Et je pense que c'est la raison plutôt, parmi tant d'autres, pour laquelle beaucoup de gens viennent au Sénégal ou y restent. C'est l'énergie que Dakar dégage. Après, pour les natifs, Dakar a changé, Dakar est sale, Dakar, c'est plus ce que c'était. Mais je trouve qu'il y a une énergie qu'on retrouve à Dakar qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres villes africaines. C'est la créativité qu'il y a partout. Moi, je vois l'art partout, je vois la beauté partout, c'est ce que je trouve beau d'ailleurs. C'est la qualité des échanges avec les gens, on place beaucoup l'humain au centre. Et quand on est une personne qui met beaucoup en avant ces aspects-là, forcément on s'y retrouve. Le climat est top aussi. Je dirais vraiment ça, l'énergie que dégage Dakar. Ce que j'ai remarqué quand j'étais en France, c'est c'est justement le côté social, en fait, d'être avec du monde tout le temps, de partager tout le temps beaucoup de choses. Tu sais, il y a des choses qui nous embêtent quand on vit en France et qu'on vient ici. Ce qui nous embête le plus, c'est que les gens viennent tout le temps chez toi, qu'ils se frappent chez toi, tu vois, t'as pas d'intimité, tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là qui te font est-ce que je peux dire qu'ils te font chier ? Pour dire des gros mots. En fait, quand tu pars en France, tu as envie qu'on te fasse chier, au final. Parce que ça te manque tous ces gens qui viennent frapper chez toi, qui viennent faire du thé chez toi, qui te sollicitent sans arrêt. Et en France, personne ne te calcule. C'est un peu comme si tu n'étais rien, en fait. Et quand tu reviens ici, tu revis, en fait. Et ce qui me plaît plus au Sénégal, c'est d'abord ça, et c'est aussi d'être en short et en tongs toute l'année. Voir le baïfalisme, voir le mouridisme, voir toutes ces philosophies-là, voir tous nos concepts, tu vois.
voilà, je me retrouve, mais vraiment pour moi, le Sénégal pour moi, est là où c'est possible. Moi, je vois comme ça. Ça peut être impossible partout, mais pour moi, tant que je suis au Sénégal, c'est possible. Voilà, j'ai cette force et la croyance. Voilà. Et quand je suis au Sénégal, je me sens le plus assuré. Là où est-ce que je suis le mieux assuré. Voilà, dans cette terre. Partout où est-ce que je pars, il y a une certaine prudence que je n'ai pas. Je pars quelque part, même j'ai peur de tomber malade, même j'ai peur de certains trucs qui peuvent ne pas arriver. Hein. Mais étant au Sénégal, je me dis, même si on me volait tout, j'ai quelque chose. Voilà. Je sais que c'est au Sénégal que je me suis forgé, surtout à Dakar, surtout à la Médina. Voilà. C'est là où est-ce que je me retrouve le plus, tu vois. Voilà. Si je serais mort, même mes souhaits voulaient qu'on m'enterre à la Médina. Mais c'est impossible. À la Médina, il n'y a pas de cimetière. Pour moi, à la Médina, je suis garanti, je suis tout le temps avec les gens, voilà, avec qui je peux compter sur eux. Adja est une jeune fille d'origine sénégalaise qui est née et a grandi en région parisienne. Elle est installée à Dakar depuis 2 ans et demi. Elle nous raconte son intégration et son attachement à son pays d'origine. Adia, tu es née en France, tu as grandi là-bas. Ouais. Il y a seulement que 2 ans que tu t'es installée, je l'espère définitivement, au Sénégal. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui tu t'es complètement intégrée? Oui, je dirais. Bon, déjà, je suis née, j'ai grandi en France. Je suis d'origine sénégalaise et mes parents nous ont emmenés en vacances très fréquemment en fait, depuis toute jeune. Du coup, mon intégration depuis mon installation au Sénégal s'est faite de manière progressive. C'est pas parce que je venais régulièrement en vacances que c'était facile, non. Mais oui, je dirais que je suis intégrée. Mon Wolof n'est pas parfait, mais là quoi, ça va. Parle-nous un peu de ton enfance, comment est-ce que tu as évolué en France? Alors, mon enfance, j'ai eu une enfance sympathique, on va dire africaine sympathique. Surtout. Oui. Tu as dit africaine ou pas africaine? Pas africaine surtout, mais on se dit qu'on est en Europe, donc on est un peu déconnecté de la réalité africaine. Enfin, moi, dans mon cas, pas du tout. J'ai baigné dans cette culture sénégalaise ou africaine, parce que mes parents sont sénégalais, donc voilà. Et la place de la culture était très importante dans l'éducation que mes parents nous ont donnée. Donc ils nous parlent toujours mandingue. Nous, à l'opposé, on leur répond en français, mais ça, tu vois, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte très récemment. Je n'entendais pas mes parents. En fait, vu qu'ils me parlaient tout le temps en mandingue et que nous, on leur répondait tout le temps en français, je ne faisais même plus la distinction entre les moments où ils nous parlaient en français et nous parlaient en mandingue. C'est que très récemment que je me suis rendu compte que, effectivement, ils me parlent en mandingue et moi, je leur réponds en français. J'ai trouvé ça un peu curieux, mais je me suis dit, bon... Est-ce que l'Afrique que tu découvrais en étant, parce que tu es né en France, tu as grandi là-bas, il y a certainement une perception différente qu'on voit à travers les livres, soit à travers la télévision, les médias, tout ça. Est-ce que l'Afrique que tu as connue en France ou en Europe, elle est différente de cette Afrique que tu découvres maintenant? Oui, certainement, dans le sens où, mais oui et non. Je dirais oui, parce que la manière dont on le découvre quand on est à l'école n'est pas la manière dont on la découvre quand on vient sur place. À l'école, on nous dit qu'en Afrique, il y a beaucoup de maladies, il y a souvent des guerres, etc. Or que quand je venais en vacances, c'est des choses que je ne voyais pas du tout. Et du coup, je me rappelle même d'une scène où j'étais au collège et je crois même que j'étais exclue. Faut pas le dire à mes parents. Mais j'étais exclue parce qu'il y a un prof de maths
qui parlait, je sais pas, il parlait de l'Afrique ou un truc comme ça. Et moi, je lui disais que j'allais en vacances cet été, que j'étais hyper contente. Il m'a dit non, mais je sais pas vraiment comme ça, hein, mais je sais pas ce que tu vas y faire. Il y a que des maladies, il y a que le sida, etc. Et pour moi, c'était une claque parce que j'y allais très souvent et je pouvais pas concevoir qu'une personne qui n'ait jamais mis les pieds là-bas puisse venir me dire aujourd'hui tu devrais pas y aller parce qu'il y a des maladies, il y a le sida, etc. Donc, bon, j'ai été exclue. Mais en gros, voilà, on a eu un échange hyper intense dans lequel moi, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait. En fait. Est-ce que cette façon de voir l'Afrique en Europe, ça encourage ou ça décourage l'immigration? Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a une espèce un changement qui se fait dans la manière dont on raconte ou on décrit l'Afrique. Il y a encore quelques années, une décennie même, je crois que c'était une couverture de je ne sais plus quel trop magazine, mais on disait que l'Afrique c'était le continent du désespoir, Hopeless Africa. Et maintenant, ces mêmes journaux peignent l'Afrique comme étant le continent de l'espoir où il y a beaucoup d'opportunités. Donc c'est quelque chose qui a changé, et même la perception des gens en fait. Et ça, je dirais grâce aux réseaux sociaux, à la nouvelle technologie, où là, les Africains, ou bien tout le monde, ont décidé de prendre en main leur histoire et raconter leur propre vision des choses. Donc oui, je pense que ça a évolué positivement. Après, derrière ça, pour moi aussi, il y a une petite hype. Là, on va dire, je jette les pavés dans la mare, mais c'est un petit peu tout ce qui est lié aussi à l'entrepreneuriat en Afrique. Quand on est de l'autre côté, on lit beaucoup de choses où on dit que voilà, l'entrepreneuriat en Afrique innovant, c'est ça qui va régler tous les problèmes. Mais non, je ne suis pas convaincue que c'est seulement l'entrepreneuriat qui va faire en sorte que les gens se sentent mieux. Non, il y a l'État qui doit faire encore beaucoup de choses, donner accès à l'eau courante, donner accès aux infrastructures, donner accès à l'éducation, toutes ces choses-là qui, quand elles ne sont pas réunies, entreprendre c'est encore plus compliqué et on arrive encore moins à avoir d'impact dans ce qu'on veut faire, quoi. Donc, Le fait d'avoir grandi avec deux cultures, est-ce que cela a encouragé ton retour au Bercail? Oui, je dirais. Oui, parce que on venait souvent en vacances, nos parents nous parlaient souvent du Sénégal, ce pays où ils sont nés, où ils ont grandi en partie. Parce que là, si je prends l'exemple de mes parents, ils ont vécu 30-35 ans en France. Donc, quand tu regardes leur âge, ils ont vécu beaucoup plus de temps en France qu'en Afrique. Mais c'est toujours avec beaucoup de nostalgie qu'ils parlent du Sénégal, en disant que c'est voilà, la terre de leurs ancêtres, c'est où ils sont nés, où ils ont grandi et c'est où ils veulent être enterrés. Et voilà quoi. Donc oui, je pense que ça a encouragé quand même. Avant, un exemple tout bête aussi, quand on était jeunes, nos parents nous parlaient mandingue. Et nous, enfin moi avec mes frères et sœurs, on était un peu non, on va pas parler mandingue et tout, c'est nul. Et en vieillissant, je me rends compte qu'en fait c'est trop bien. Enfin, c'est une langue super riche. Et je suis extrêmement fière et hyper contente de pouvoir le comprendre et le parler. J'espère pouvoir l'enseigner à mes enfants un jour. Mais c'est une richesse pour moi inestimable d'avoir cette double culture, de pouvoir comprendre autant les enjeux sénégalais et africains que les enjeux français ou autres. Je connais. Et ça fait 2 ans que tu as installé, tu es de retour au Sénégal. On espère te retrouver ici encore plus longtemps. Dis-nous déjà, comment se passe ton retour, le retour au Bercail? Il a été compliqué, il a été plus facile, plus aisé? Mais ça s'est bien passé, je trouve. Enfin, ça va. Ça va bien. Oui, ça va. Mais bon, après, il y a toujours des moments où on se dit, mais en tout cas au début, on se dit, qu'est-ce que je fais là, en fait? J'aurais pu... et c'est des choix qui sont purement personnels. De se dire, ok, j'ai fini mes études. En tout cas, dans mon cas, je parle vraiment à titre personnel. J'ai fini mes études. C'est le moment de démarrer quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je décide de m'installer, de rester en France et de pouvoir construire ma vie, ou je tente un challenge où je vais vivre à l'étranger. C'était pas forcément au Sénégal à la base, c'est un petit peu le concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvée au Sénégal. Mais dans tout mon cursus secondaire, j'ai tout de suite su que j'allais vivre à l'étranger. En tout cas, toujours voulu. Donc je me suis un peu arrangée pour pouvoir faire des cursus dans lesquels je sais que je vais être
de près ou de loin exposée certaines difficultés. à mon voyage. Après, c'est après mon master que je suis venue. Et puis, il y a certaines difficultés que tu rencontres quand tu es ici, du fait que moi, dans mon cas, je suis seule. Mes parents sont toujours en France. Donc, je vis ici avec certains membres de ma famille. Mais ne pas avoir son cercle, en tout cas sa famille, ses proches. Ouais, pour moi, son cercle, c'est parfois très compliqué parce que des choses ou des situations qui peuvent t'affecter ou qui peuvent être jugées très basiques, tu ne vas pas les percevoir de la même manière parce que tu n'as pas ton cercle autour de toi qui t'entoure, qui te protège et qui te requinque quand ça ne va pas. Donc c'est l'un des challenges qui a été le plus compliqué. Après, le second, c'était un peu, je dirais pas la barrière de la langue, parce que mes parents parlent mandingue, mais avant de venir, je comprenais un peu le Wolof, mais je ne le parlais pas. Je parle déjà pas très bien d'ailleurs, mais je le comprends déjà beaucoup mieux. Et du fait que je ne parle pas Wolof, des fois, c'était assez compliqué d'interagir avec les gens. Par exemple, tu es dans un espace, donc tu comprends le Wolof, les gens vont parler sur toi en fait, en pensant que tu ne comprends pas. Ah, regarde, tout babougnoul, etc. Mais ça ne décourage pas quand même tout de même de s'installer, de travailler. Non, c'est pas des éléments qui évoluer. Ça a juste été comme des éléments qui ont pu me rendre vulnérable à un moment ou à un autre. Oui. Après, j'ai la chance d'être dans une entreprise que j'aime beaucoup, que j'ai rejoint il y a à peu près 2 ans et demi maintenant et dans lequel j'évolue et ça se passe très très bien. Si on est là aujourd'hui, la mission nous appelle, alors on avance serein, en quête de patience, toujours sur ces routes, ces chemins sont destinés. Ceci est une vie, une histoire, ma destinée. Là-bas, j'irai, encore je partirai, la mission nous appelle. Bienvenue à l'espace Médina, l'atelier de paix là où tous les corps de métier se retrouvent sans rivaliser. Ancrée dans la maison de la famille Traoré, la maison était déjà à la fin des années 60 le refuge d'activistes, d'artistes et d'intellectuels. Amilcar Cabral y aurait résidé selon les anciens. Aujourd'hui, Cheikh Bambaloum, dit Cheikh Hassizodor, plus connu pour sa marque Sigil, revient sur la scène artistique et tient le relais à l'espace Médina, après plusieurs années passées à l'étranger. Alors c'est qui Chera? Chera, c'est un styliste créateur, voilà, né dans une famille d'artistes qui a grandi dans cet univers. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours-là qui a débuté, je crois, peut-être bien avant 1995? Quand j'ai monté la marque Sigil, tu vois, en 2004-2005, tu vois, quand je l'ai monté, il y a un moment où est-ce que je ne voulais plus rester à Dakar comme ça, basé à Dakar. Je voulais, tu vois, partir, évoluer avec la mode ailleurs, le faire ailleurs, parce que, voilà, j'ai traîné avec la mode voilà, au Sénégal, tout petit. À un moment donné, quand j'ai fait le Sigil, c'est là que j'avais des envies de participer à autre chose, de participer comme jeune créateur, tu vois. Et quelques obstacles que j'avais, parce que je me suis inscrit dans des concours, et ces concours demandaient de l'évaluation des diplômes, des trucs comme ça. Moi, j'ai appris dans le tas, tu vois. C'est pour cela qu'on me dit que je suis le premier à participer à certains festivals sans autant passer par des écoles. Tu vois, et j'avais fait un dossier uniquement pour ça parce que voilà, j'ai fait beaucoup de recherches et j'avais une vision du prêt-à-porter. Tu vois, je pouvais décrire, quand je parlais, on savait que mon travail montrait que je connaissais ce que veut dire prêt-à-porter. Tu vois, et j'ai participé au festival de Dinard, qui est le festival des jeunes créateurs de mode. Tu vois, et sur ce festival... Africain? Non, festival international de la mode, tu vois, du prêt-à-porter. Ça s'est passé en France, en 2005. Tu vois, et j'ai remporté le Grand Prix, j'ai remporté... prix spécial mairie de Paris. C'est un concours où est-ce que j'avais décroché. Bravo. Voilà, plus de 3 prix. Qu'est-ce que tu penses avoir apporté véritablement à la mode africaine en tant que Chera Sigil, à travers ton atelier et tes différentes marques? Ce que j'ai pensé apporter, tu vois, comme pensée venant de moi, tu vois, de la base, moi je suis Baye Fall. Tu vois, je suis mouride, je suis Baye Fall et chez nous,
il y a une culture d'accoutrement qui est un peu spéciale par rapport au baïfalisme. Tu vois, et j'ai revisité tout l'accoutrement du baïfal en le faisant streetwear, c'est, voilà, des tenues farumbam, des sarouels, des trucs comme ça. Je te parle des années 2000, 2002, 2003, 2004, tu vois, avant même de faire le sigil, tu vois, mais en faisant le sigil, vraiment que je voyais qu'il y avait des trucs qui aboutissent, tu vois. Le fait de présenter aussi la mode africaine dans un autre plateau, avec des silhouettes africaines, tu vois, de la tradition africaine, revisitées. Tu vois, j'ai revisité, j'ai changé les tissus en mettant des tissus qui étaient plus accessibles, qui étaient plus connus, tu vois, comme le jean, comme, tu vois, certaines broderies, comme certains trucs, voilà. Qu'est-ce que l'immigration t'a apporté dans ton travail? Tu sais, la connaissance, l'immigration, comme on le dit chez nous, la connaissance, ça veut dire ce que tu as appris, ce que tu as vécu, surtout avec une certaine réceptivité. Ça veut dire que tu observes, le temps, tu observes, tu vois, et l'observation, c'est quelque chose aussi que j'avais pas, tu vois. Partir en Europe, faire tout ce trajet-là, le concours, ça, j'avais appris une certaine maturité, plus de confiance à ce que je faisais. Je pouvais dire exactement ça avec certitude. Quel regard portes-tu sur la mode africaine? Now, la mode africaine now est très très différente parce qu'il manque cette curiosité. Tu vois, il y a pas, je trouve pas beaucoup de gens qui sont curieux. Tu vois, ça veut dire rêver et de faire ce que tu as rêvé. Tu vois, interpréter le rêve de l'autre. Je trouve qu'il y a plus d'interprétation de rêve de l'autre. Mais les gens, ils ne rêvent pas. Il n'y a pas beaucoup qui rêvent. Avec toutes ces opportunités que tu as eues en t'installant en France, pourquoi est-ce que tu n'es pas resté là-bas et que tu es revenu au Sénégal? Non, au point de départ, moi, je ne suis jamais allé pour ne pas revenir. Tu vois, je ne sais pas, je ne peux pas. Peut-être c'est mon destin. Hein. Tu vois, j'avais presque toutes les opportunités à travailler dans des maisons de style, à travailler, je l'ai fait, mais à un moment donné, je coupe et je rentre. Tu vois, et le fait de rentrer, il y a une liberté, tu vois, pour moi, il y a une liberté que je ressentais plus au Sénégal et je me sentais vraiment sincère que j'étais plus utile étant au Sénégal qu'étant en France. Sunu suuf moo ñi laaj nañu jug te wuyu balaa deewa ñëw ku mi njëkk a nuyu bitim réew ñi fa ne dañuy sukkandiku liggéey wutum koom mbokk dimbaliku Afrika moo ñi laaj faw ñëpp wuyu taaxirlu suñu ay balaa bunta ubbu. Célie Rabikane est une créatrice sénégalaise qui a lancé sa marque en 2012 dont le showroom se situe à Sacré-Cœur 3. Diplômée de mode à Paris, cette jeune entrepreneuse à la créativité débridée développe un univers surréaliste qui renverse les codes et les tendances de la mode sénégalaise à travers ses street fashion shows proposés dans des lieux atypiques. Ça fait beaucoup d'années, plusieurs années qu'on te définit comme étant le nouveau visage de la mode africaine. Qui est véritablement Célie Rabikane? Je suis une créative sénégalaise et je suis multitâche comme les gens de ma génération et qui ont eu la chance d'avoir de multiples outils à leur disposition. J'aime créer, j'aime la spéculation, j'aime m'intéresser au monde fantastique, j'aime la mythologie sénégalaise et je m'intéresse à la vie dans les espaces urbains. Et je pense que quand je fais de la mode ou quand je suis dans les collaborations ou quand je fais des films, ce qui m'intéresse, c'est tout cet amalgame-là et que ça fasse naître un imaginaire qui soit spécifique, qui soit explosif et qui donne envie à d'autres également de repousser les codes. Tu peux nous raconter ce parcours atypique dont on parle tant? Oui, j'ai un parcours, j'ai décidé de suivre des études classiques et d'aller en sciences politiques parce que c'est ce qui m'intéressait. Donc j'ai fait des démarches de ma première année
jusque, disons, ma première année de master pour me diriger vers ce corps de métier-là. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais un appel créatif qui était de plus en plus sérieux et qu'il fallait que je fasse un choix définitif. Est-ce que je voulais aller vers la mode ou est-ce que je voulais continuer vers le droit? Donc j'ai pris 1 an, je suis venue à Dakar et j'ai été confrontée à ma ville, et je l'ai vue autrement que le lieu dans lequel je suis née, que le lieu où il y a ma famille. Je l'ai vue comme un bouillonnement artistique, un bouillonnement créatif rare que j'ai pas vu ailleurs et qui m'appelait, Donc j'ai passé 1 an ici, j'ai passé mon année à faire semblant d'aller en cours. Alors c'était ça le deal avec les parents, tu rentres mais tu fais une année ici. J'ai pas fait l'année, je suis allée faire des concours de jeunes créateurs. J'ai rencontré Ibaku, j'ai rencontré les Petites Pierres, j'ai rencontré des gens qui m'ont fondée en fait et qui m'ont ancrée dans une culture créative et une culture du collectif et qui m'ont donné envie de bifurquer, d'aller en école de mode directement, de plus perdre de temps et ensuite de revenir m'installer ici. Qu'est-ce que l'immigration a apporté à ton travail? C'était pas de l'immigration en tant que telle, je suis allée faire mes études, mais ce que ça m'a apporté, en fait, c'est intéressant parce que quand j'étais dans mes études classiques, j'étais très entourée dans ma communauté sénégalaise avec des gens avec lesquels j'étais allée au lycée ici. Donc j'étais un peu dans une sorte de confort et puis j'étais dans les villes où à chaque fois j'avais des parents. Donc on apprend des choses parce qu'on apprend déjà l'autonomie et être seul, seul face à soi, c'est important. Et je pense que là où j'ai vraiment appris, c'est quand je suis allée faire des études dans une école de mode et où là on était tenu de s'y connaître dans l'actualité de la mode. On avait des invitations à toutes les expos, donc il y avait cette espèce de bouillonnement artistique, culturel et des scènes créatives dans lesquelles je pénétrais, Et je pense que c'est là la première fois que j'ai rencontré des gens qui venaient vraiment d'horizons complètement différents du mien. Quel regard portes-tu sur la mode africaine? Je pense qu'aujourd'hui on est à un moment qui est particulier, à un moment où les forces créatives du continent savent qu'elles doivent se réunir, que l'industrie de la mode et ses acteurs se rendent compte qu'on a une force de frappe en nous mettant en commun de façon lisible, et il y a des choses qui sont en train de se construire dans ce sens depuis le début de l'année. Donc je pense qu'on est à un moment où on comprend que certes on est sur des territoires différents, mais on peut trouver des ponts et on peut trouver des similitudes entre ce que l'écosystème sénégalais offre ou n'offre pas, ce que l'écosystème sud-africain offre ou n'offre pas, et c'est sur la base de ces similitudes-là qu'il est important, et c'est en train de se faire, de se connecter, de créer des plateformes où on peut répertorier ceux qui sont les acteurs, qui fait quoi, où est-ce qu'on peut produire quoi, où est-ce qu'on peut avoir quoi. Donc je pense qu'on est à un stade de mise en commun et à un stade de rassemblement. Et je pense que ça faisait partie des choses qui manquaient un peu, parce que ce continent-là, il est immense, en fait. Et que ça a toujours été l'un de nos défis, c'est de nous intégrer, parce que nos espaces sont tellement éclectiques, différents, étalés, que c'est compliqué. Mais je pense que, d'après ce que je vois et dans mon écosystème, c'est ça la réalité, qu'on est que la mode est à un niveau où elle a besoin de représenter un ensemble lisible et un ensemble qui soit solidaire. Et quelles ont été tes connexions avec l'art en général? J'étais très Basquiat à l'époque, très Kissaring, Space Invader, j'étais très dans ça. Donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'allais voir. Les catalogues d'expo, je les mangeais au dîner. Mais j'étais très dans ça parce que j'étais dans un écosystème où je connaissais des personnes qui étaient dans ça, qui partageaient leurs goûts, je partageais les miens. Donc il y avait une espèce d'émulation. Et quand je suis rentrée ici, ça s'est multiplié puissance 10 000 parce que j'arrivais à un moment où je commençais avec d'autres. Et donc c'était un élan de groupe et un élan global, et chacun faisait un truc qui était complètement fou. Et quand l'un avait un événement, on s'y greffait tous. Quand moi j'en avais un, toutes ces forces à s'organiser afin que ce que j'ai à montrer soit montré de la meilleure façon qui soit. Donc ma connexion à l'art, elle est complètement organique en fait. La mode, c'est un métier, ça semble être un métier commercial, mais
ancré dans quelque chose qui est fondamentalement, éminemment artistique. Forte de ses connexions avec le monde de l'art, certaines de ses créations ont été exposées dans les plus grands musées. Qui travaille dans une structure qui accompagne les entrepreneurs. Exact. Je travaille dans une structure qui s'appelle Concret, qui est une entreprise qui aide les jeunes entrepreneurs à développer leur business grâce à des partenaires comme Expresso, la GIZ et toutes ces choses. Comment se porte l'entrepreneuriat africain s'il y en a vraiment? Alors je pense qu'il y en a un parce que je pense que les entrepreneurs africains ne sont pas confrontés aux mêmes challenges auxquels d'autres entrepreneurs sont confrontés. C'est lié aux infrastructures, c'est lié au cadre légal qui rend parfois l'entrepreneuriat plus compliqué. Et puis le challenge aussi du financement. On n'arrive pas forcément à trouver de l'argent pour entreprendre en Afrique, contrairement peut-être à la France ou aux États-Unis pour démarrer. C'est vrai qu'on parle de financement, mais il y a de la matière sur le continent. Oui, il y a du potentiel parce que, de manière générale, les pays africains ont une population jeune. En Guinée, par exemple, c'est 70% de la population qui a moins de 35 ans. Au Sénégal, je pense qu'un petit peu moins quand même, 60 ou 50, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais oui, c'est un potentiel, mais pour moi aussi c'est un challenge parce que si on ne fait pas en sorte que ces entrepreneurs-là, ou en tout cas cette population soit éduquée, ait accès aux mêmes opportunités, ça va pas forcément être un potentiel, quoi. L'Eldorado européen est perçu comme un rêve pour certains, mais s'avère être un mirage une fois effectué. Le retour aux sources devient souvent une nécessité pour la diaspora africaine présente en Europe. Pour les Sénégalais qui désirent émigrer, le seul conseil que je peux leur donner, c'est déjà, il faut émigrer pour découvrir autre chose, pour apprendre autre chose, mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'émigrer pour gagner de l'argent. Si c'est pour de l'argent, on peut faire ça chez nous. Et si c'est pour apprendre d'autres choses et découvrir d'autres cultures et tout ça, oui, je trouve que c'est toujours intéressant de voyager. Mais en tout cas, ce que je peux donner comme conseil, c'est quand tu pars, il faut savoir d'abord pourquoi tu pars. Et c'est très important. Si tu sais pourquoi tu pars, tu sauras pourquoi tu vas revenir aussi. Et pour les immigrés désirant rentrer au Sénégal, je pense que c'est très important de s'intégrer d'abord, de se réintégrer. Parce qu'il ne faut pas juste se dire que je suis sénégalais, si je rentre, c'est chez moi. En fait, à un moment donné, quand tu passes plusieurs années en Europe, quand tu reviens, tu es un peu perdu, on va dire. Parce que il faut que tu te réappropries en fait le Sénégal, il faut que tu revives au Sénégal, il faut que tu réapprennes à vivre au Sénégal. Et c'est important de prendre son temps avant de se lancer dans des investissements, en fait. Donc il faut se réhabituer à vivre au Sénégal. Je pense que l'immigration, c'est une expérience qui est quand même particulière parce qu'on décide d'aller faire sa vie ailleurs. C'est une expérience différente de quelqu'un qui va faire ses études et qui, comme moi, comptait revenir. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas se faire d'illusions sur le lieu qui va nous accueillir ou le lieu dans lequel on compte aller vivre, de comprendre ces espaces-là et de comprendre la façon de vivre des gens qui y sont. Et je pense que c'est la meilleure façon de se préparer à aller dans un espace qui n'est pas le nôtre ou aller habiter ailleurs, quoi. C'est de comprendre vraiment la réalité de ces pays-là, de comprendre ce qu'on va y chercher et d'être sûr qu'on l'y trouvera, en tout cas être sûr autant que faire se peut. Quand on y va pour des raisons financières, économiques, etc., je pense qu'il est sage d'avoir une vision claire, d'avoir un plan, quoi, tout simplement. Pour ceux qui veulent revenir, je pense que généralement le schéma classique, c'est que des gens y vont, tentent de faire fortune ou font fortune et reviennent pour investir ici ou envoient des fonds pour investir chez eux. Et je pense que là également, c'est une question de prudence et de visibilité de ce qu'on compte faire une fois qu'on revient, où est-ce qu'on compte mettre ses sous. Et je pense qu'aujourd'hui, dans Dakar, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs et beaucoup de nouvelles boîtes qui permettent de lire le marché et de lire où sont les zones
d'opportunités dans le pays. Et je pense qu'il faut, quand on le peut, prendre contact avec des gens pour ne pas être déçu quand on investit sur des activités qui sont réputées être fructueuses, mais qu'au final, c'est un tas d'illusions. Pour les gens qui veulent revenir et tout simplement rentrer chez eux, bon, il n'y a pas de conseil particulier. Je pense que c'est un élan personnel, c'est intime. Moi, quand je suis rentrée, je savais que je voulais faire de la mode à un moment très précis, à un moment où j'étais en train de conclure des études en droit et je savais que c'est pas ce que je voulais faire. Mais j'ai décidé de venir, de prendre 1 an chez moi et de comprendre l'écosystème de la mode, comment il marchait ici. Et cette décision-là, je l'ai prise un jour. Je me suis dit qu'ici, je suis en train de poursuivre un chemin qui n'est peut-être pas le mien. Et je vais retourner au Sénégal et comprendre comment est-ce que la mode, comprendre comment est-ce que les jeunes créateurs fonctionnent et voir si je peux m'insérer dans cet écosystème-là. Donc, on peut dire que cette année-là, je suis venue en prospection pour me dire est-ce que je reprends mes études ou est-ce que je continue la mode. Et l'option, c'était la seconde, quoi. Quand je suis venue et que j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu qu'il y avait une génération de créatifs qui était en train de monter et que ça bouillonnait, bah, j'ai pas hésité, quoi. aduna ki géej yi suuf garab bi ndox mi asamaan ak xiin yi picc yeeg weer wi lépp a seede lii dañu ne ci yoon.